Plus qu'une pandémie, le Covid-19 s'est présenté comme un événement créateur d'événements. Au-dessus des mesures observées par la planète depuis décembre 2019, suite à des cas accélérés de contamination, le Covid s'impose dans les habitudes des terriens. La société se transforme, les systèmes culturels et religieux sont fragilisés, les consciences sont réformées. Et c'est ce que j'appelle donc ici une hypothèse apocalyptique. Parce qu'en tout point de vue, quelque part, la pandémie à Covid-19 s'est imposée à nous sous la forme d'un terrible événement. Alors, l'apocalypse est souvent perçu comme la fin de toute chose, une grande catastrophe. Sauf qu'on oublie, disons, la signification étymologique de l'apocalypse. L'apocalypse est un moment de révélation. Il s'agit ici de partir de cette catastrophe sociale et de voir comment a été une catastrophe didactique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'elle a pu révéler peut-être un nouvel itinéraire de vie ou de perception de la vie et de notre propre rapport au monde et à tout ce que contient ce monde. Et en insistant là-dessus, on va donc se rendre compte que si la pandémie à Covid-19 est apparue comme une grande tragédie, c'est d'abord parce qu'elle s'est construite autour d'un certain nombre de présupposés à la fois anthropologiques et métaphysiques. Et ces présupposés anthropologiques et métaphysiques prennent leur source à partir de ce que je considère comme la domination du monde par un imaginaire agonistique, c'est-à-dire qui valorise la lutte, la bagarre, la peur de l'autre, le désir de génocide, le souci d'une différenciation radicale. Or, cette anthropologie agonistique et cet imaginaire agonistique est toujours structurant et structure ce que j'appelle les métaphysiques de la peur. Plus remarquable était la montée entretenue des discours, hypothèses scientifiques et stigmatisation de l'Afrique comme territoire béant des cas de contamination et de mort. Hommes politiques, scientistes, mass médias, les forces internationales évoluaient dans une démarche qualifiée d'apocalypse sur le sol africain. La cible visée affichait alors un mode de vécu et de réponse face à la pandémie. Alors, ce qu'on a observé dès l'annonce de cette pandémie, depuis le monde asiatique, c'est qu'on a bien vu une forme de mondialisation de la peur et qui a suivi un certain nombre de structures socio-historiques. Cette mondialisation de la peur a été inédite, c'est-à-dire que dans un monde ancien, il fallait un peu plus de temps pour qu'on soit informé, pour qu'on sache, etc. Or, ici, depuis un certain nombre de temps, ça remonte à la question du village planétaire de Marshall McLuhan, n'est-ce pas? Ça va se complexifier avec les réseaux sociaux. Le monde rentre dans une phase historique de transparence et de grande circulation, d'extrême mobilité. Or, quand il s'agit d'une maladie de l'interaction sociale, c'est le virus qui... C'est pas le virus qui se promène, ce sont les hommes qui se promènent avec le virus. Et donc, en tant que maladie de l'interaction sociale, dans une certaine mesure, la pandémie à Covid-19 met en jeu la tentative d'abolir le lien social là où ce lien social est très important. C'est pour ça que dans les zones extrêmement peuplées, où la mobilité est très présente, dont les grands centres urbains étaient les plus exposés, parfois on avait l'impression que dans les villages, c'était pas bon. Il y avait plus de peur dans les grands centres de vie humaine, sociale, etc., que partout ailleurs. Et donc, on a vu ce processus de mondialisation de la peur, une pandémie qui s'est mise à circuler à partir d'une dimension de l'interaction, de la topologie, puisque le monde est devenu plus réticulaire. Le monde est rentré dans des réseaux inextricables qui font qu'il y a une simultanéité qui se produit, qui se diffuse et qui rend compte donc d'une catastrophe mondiale. Comme des automatismes, des formes de comportement émergent auprès des populations. Certains emplois sont supprimés au profit de la création de nouveaux emplois. Des dispositions sanitaires sont mises en place et appliquées avec rigueur,
Quoique suspecté d'une idéologie jugée totalitaire et dominante pour les pays à la fois économiquement faibles et démographiquement forts. Et ça, vous allez vous rendre compte que ça va avoir pour effet de nous priver de notre sens critique. Tout ce qui vont être tentés de nuancer, de relativiser, vont être considérés comme des gens qui sont porteurs d'un imaginaire complotiste et qui refusent de voir l'urgence qu'il y aurait à sauver l'humanité. Et donc, toute la batterie de mesures qui va suivre va mettre en exergue une politique mondiale sécuritaire ou sécuritariste, donc une forme de dictature qui va s'appuyer sur des logiques de tyrannie médico-politique dont on va voir les effets plus tard, qui vont parfois instrumentaliser, pas nécessairement des scientifiques, mais parfois des gens avec des logiques scientistes. Parce que l'esprit scientifique, c'est un esprit qui prend toujours en compte la question de l'incertitude. Est-ce que ce que je dis, j'ai l'absolue vérité sur ce que je dis? L'esprit scientifique se nourrit du doute. Le doute sur ses propres résultats, sur ses propres hypothèses. Mais là, nous étions devant un régime absolument totalitaire qui nous expliquait que devant des urgences comme celle-là, il n'y a pas de place au doute. Donc en fait, il n'y a pas de place à la science. Et donc sur les radios, les télévisions, on donnait prioritairement la parole à la bien-pensance, n'est-ce pas, politico-scientifico, ou je ne sais pas quoi, pour essayer de rassurer avec tous les lobbies qui sont derrière, sur lesquels on ne peut pas revenir. Ça donnait des processus sur lesquels on pouvait revenir, un cytacisme médiatique. D'ailleurs, on répète des choses qu'on ne peut pas vérifier juste parce qu'on a trouvé ça rapidement et parce que ça doit aider à légitimer un ordre de peur qui se constitue et qui doit bien sûr favoriser de très grands marchands qui se cassent derrière les masques qu'on produira en abondance et toutes sortes de choses sur lesquelles on pourra revenir beaucoup plus loin. Confinement, distanciation physique, port du masque facial, autant de gestes barrières qui entretiennent insidieusement le champ lexical de la séparation entre famille, amis, voisins et collègues. Des gestes favorables à la logique de la peur inscrits dans les consciences collectives. Les mesures d'hygiène primaient alors sur les mesures symboliques habituellement appliquées dans chaque espace d'expression d'un quelconque rituel. La COVID-19 a donc été construite de ma perspective comme un grand moment de test mondial de suicide social. C'est-à-dire que c'est comme si, sans être complotiste, c'est comme si on essayait de tester la fin de toute vie sociale. La vie sociale au sens de le lien qui s'établit avec les interactions entre les individus et la terre, les individus et les arbres, les individus et les animaux, les individus vivants et les morts, etc. Donc, nous avons assisté là, tel que ça s'est construit, à un grand moment de test mondial de suicide social. Vous savez que notre très estimé devancier, Frantz Fanon, considérait que l'Afrique avait la forme d'un pistolet, dont la gâchette se trouve au Zaïre, ce qu'on appelait à l'époque le Zaïre. Il poursuivait en disant que si on déstabilise le Zaïre, on déstabilise l'Afrique. Et que le jour où le Zaïre allait se stabiliser, il se pourrait que toute l'Afrique se stabilise. Mais quelqu'un d'autre suggérait qu'en fait, l'Afrique a la forme d'une question. Quand on voit l'Afrique sur le planisphère mondial, l'Afrique a la forme d'une question. C'est donc une vieille question au cœur du monde. Donc c'est une énigme en permanence. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, même devant ce cas, l'Afrique s'est imposée comme un casse-tête à la fois épidémiologique et sociologique. C'est-à-dire que pendant que tout le monde annonçait vraiment que tout est fini là-bas, comment on va faire la distanciation sociale au marché Mokolo, au marché de Vorbi? Ces pauvres vont tous mourir. Quand on va les confiner à la maison, tous ces gens qui montent dans des taxis insalubres où tout le monde sert devant. Mais comment on va organiser cette affaire? Est-ce qu'on est sûr qu'on n'est pas à la veille d'un grand désastre pour ce continent? Que ce soit l'OMS, toutes les autres, beaucoup d'experts ou prétendus tels sur l'Afrique, leurs éléments de langage et les narratifs qu'ils portaient durant ce moment étaient portés par cette peur d'un grand vide qui pourrait se créer au cœur du monde, c'est-à-dire au cœur de l'Afrique. Doté de mécanismes de résistance qui perdurent jusqu'à présent,
L'Afrique a été le continent de toutes les conclusions funestes, mais reste un point d'interrogation sans réponse définitive.